Bienvenue à toutes et à tous donc pour ce grand entretien de clôture, un entretien exceptionnel au cours duquel nous allons poser la question suivante. La mer, la planète et nous, la conférence des Nations Unies peut-elle vraiment changer la donne? Et nous avons donc le très grand plaisir d'accueillir Olivier Poivre d'Arvor, donc qui est diplomate, écrivain, ambassadeur et envoyé spécial du président de la République pour les océans et les pôles. Il est également président du Musée national de la marine. On l'applaudit. J'aimerais également citer le titre de son dernier ouvrage, 2 étés par an, qu'il dédicacera au terme de cette table ronde. Et donc, un échange avec Christophe Onodibio, directeur adjoint de la rédaction du Point, écrivain. Messieurs, c'est à vous. Est-ce que la conférence des Nations Unies va changer la donne, Christophe ? Je vous laisse en débattre avec notre invité exceptionnel. Bonsoir à tous et à tous. Bienvenue donc à cette conférence ultime de Neuroplanète avant que Richard Chemla et Anne-Jean Blanc ne sonnent l'heure de la conclusion. Et on a la chance et l'honneur d'accueillir Olivier Poivre d'Arvor, donc ambassadeur de France pour les pôles et les océans et envoyé spécial du président de la République pour la conférence des Nations Unies sur l'océan, événement majeur qui se tiendra donc à Nice en juin 2025. Bonjour Olivier Poivre d'Arvor. Bonjour Christophe. Diplomate passionné, vous êtes aussi un grand amoureux de la mer et des océans. Je voudrais préciser que vous êtes aussi écrivain et vous avez publié l'année dernière un roman intitulé 2 étés par an aux éditions Stock. C'est une œuvre qui nous parle déjà de notre sujet, la mer, les océans, les pôles, puisque votre narrateur, un peu comme dans le merveilleux voyage de Niels Holgersen, va s'y promener avec pour compagnon 2 oiseaux migrateurs. Alors, je voulais qu'on commence par ça, parce qu'il y a une phrase très belle et peut-être aussi un peu inquiétante dans ce livre. « Doutant de plus en plus des hommes, je me suis mis à croire sincèrement aux animaux. » Alors Olivier, est-ce que c'est seulement votre personnage qui pense cela ou est-ce que c'est un peu vous ? À l'heure où les glaces n'ont jamais autant fondu, selon la dernière étude de l'Institut européen Copernicus sur le changement climatique, et à l'heure où, selon le même institut, les océans ont battu de nouveaux records de température au mois de mai. Non, les hommes et les femmes, c'est formidable, mais c'est vrai d'abord que les animaux sont plus nombreux. Par exemple, les oiseaux, il y a 400 milliards d'oiseaux, c'est quand même 400 milliards, énorme. Et j'adore les sternes arctiques, mais à part ça, c'est vrai que de temps en temps, il m'arrive de ne pas aimer les hommes les hommes là pour le coup, qui jouent au dur et qui rebaptisent le nom des golfs, voilà. Des golfs au clair. Cette virilité ne me, je sais pas, je préfère un oiseau, voilà, une mouette. C'est bien là, vous voyez la cause, ça commence bien parce que les gens sont sensibles à ça, ils ont raison. On les encourage. Alors on a intitulé cette table ronde « La mer, la planète et nous ». La conférence des Nations Unies sur les océans peut-elle changer la donne ? Alors en tant qu'envoyé spécial du PR, comme on dit, comment vous décririez l'importance de cet événement à l'échelle mondiale ? Parce que je dis ça parce que souvent on se méfie, on entend les COP, des grands rassemblements avec des grandes décisions, puis finalement on se dit qu'est-ce qui s'est passé ? C'est bien, déjà on en a parlé, mais c'est quoi l'objectif et qu'est-ce qu'on en attend concrètement ? Ça ne peut être que bien parce que ça se passe à Nice d'abord. Voilà, donc première réponse. C'est cette même année où ça sera la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, il y a quelques semaines après, il y aura la 30e COP climat. Arrêter une guerre, c'est compliqué. Répondre au changement climatique, c'est très difficile. Entre nous, les COP patinent parce que c'est vrai que les émissions de gaz à effet de serre, ça ne s'arrête pas comme ça. L'océan, je dirais que c'est que du bonheur et des solutions en fait. Il y a quelques sujets qui se posent parce qu'on ne s'est pas du tout intéressé jusqu'alors à l'océan. Il y a des COP climat, c'est la 30e, il y a des COP biodiversité, c'est la 3e réunion sur l'océan. L'océan est assez jeune, il est né en 1982.
peu près comme vous, je pense. Il a No comment. donc il a 43 ans. Il est né, en fait, jusqu'alors c'était juste un endroit libre, sans règles, où tout le monde pouvait passer, circuler, prendre des ressources. Et en 1982, il y a eu la première constitution des océans qui définissait ce qu'on appelle les zones exclusives économiques, c'est-à-dire chaque pays a son petit bord de piscine sur lequel il peut agir. Et puis en 2022, il y a une grande nouvelle qui était la deuxième constitution de l'océan, c'est-à-dire la haute mer, 60% de la mer. Et donc c'est ça qu'on va traiter, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'après Nice, donc le 13 juin au soir, le président de la République et tous les 100 chefs d'État et de gouvernement qui seront là annoncent des accords de Nice qui seront, j'espère, aussi importants que les accords de Paris pour le climat. C'est-à-dire vraiment un renversement de la tendance sur la protection, sur la décarbonation, sur la lutte contre la pêche illégale, sur la science. Vous savez, certains veulent aller sur Mars. Entre nous, c'est pas tellement utile. D'abord, c'est compliqué, c'est cher, et ça sert à rien. On peut envoyer des voitures électriques, mais enfin, c'est pas vraiment... Alors ça amuse. Ce que nous allons essayer de lancer à l'échelle mondiale, avec, je reviens à l'instant, enfin presque, il y a 1 heure ou 2 du Mexique, et on a vu la présidente mexicaine, qui est une femme formidable, Claudia Sheinbaum, qui est une scientifique par ailleurs, et qui donc va faire partie de cette grande mission Neptune qu'on va lancer ici à Nice. Alors, mission Neptune, donc mission Neptune, le dieu de la mer. Oui, on connaît en gros 10% de l'océan en surface, 7% des espèces, et c'est devant chez nous. Enfin, là, c'est même à 100 mètres. Ouais. Et on connaît mal, même à 100 mètres. Un peu quand même, parce que Guillaume Néry, lui, il y va. Mais on se connaît mal. Et donc, cette mission Neptune a pour objet très simple, c'est d'aller sur Neptune et en 10 ans, de découvrir l'ensemble de l'océan, c'est-à-dire à la fois ce qu'on appelle le plancher continental, mais le fond, les grands fonds marins, la colonne d'eau, et donc c'est une surface considérable. Donc, c'est une mission d'exploration. D'exploration et de connaissance de l'océan qui... Européenne, plus Brésil, plus Inde, plus Chine, plus Mexique maintenant, plus des investisseurs aussi, des philanthropes qui vont investir. C'est une mission à idéalement quelques centaines de milliards d'euros. Mais explorer pour exploiter ou explorer pour se dire on va regarder et puis on verra après. On exploite déjà beaucoup l'océan et on l'exploite mal. En fait, on l'exploite pas durablement. Les ressources halieutiques, les ressources génétiques. Certainement, j'ai vu que vous parliez beaucoup de la santé, notamment de l'océan, pendant ces dernières journées. L'océan est d'une richesse incroyable. Si c'était un pays, ça serait la 5e économie mondiale. Et c'était la 7e il y a 4 ans. Donc vous voyez, ça, la ressource océanique, on ne parle pas du transport maritime, qui représente 92% du commerce mondial, les câbles et évidemment le transport maritime. Mais cette ressource, on l'exploite mal parce qu'on ne la connaît pas. Et donc, par exemple, la question toujours qui est posée, c'est est-ce qu'on peut aller chercher des minerais dont on aura probablement besoin un jour dans les grands fonds marins? Les fameux nodules polymétalliques. Voilà, polymétalliques, voilà. Et les encroûtements cobaltifères. Nous, on a dit non, pas maintenant, parce qu'on ne sait pas. C'est des puits de carbone, c'est une réserve absolument très ancienne, de millénaires de carbone qui sont concentrés là. Et donc, on n'a aucune connaissance fiable sur la capacité d'aller chercher des minerais sans endommager gravement. Donc, voilà, d'abord la science, d'abord la connaissance. Et ici, il y a beaucoup de savants. Il y aura un très grand congrès scientifique, le plus grand jamais organisé. C'est ça, il y a un congrès scientifique juste avant, en fait, l'UNOC, avec 2000 scientifiques. Oui, ça démarre comme ça, en fait. On commence avec 2000 scientifiques. Et à ce moment-là, on va sortir un premier indicateur sur la santé de l'océan. Bien malin, celui qui pourrait nous dire, ou celle qui pourrait nous dire, où en est l'océan aujourd'hui. Et donc cet indicateur qui sortira tous les ans, une sorte de 1,5 de l'océan par rapport au climat, va nous permettre de mesurer, malheureusement je sais, le réchauffement de la Méditerranée est dramatique. Vous savez que donc l'océan a plein de vertus, notamment de capter la chaleur excessive. Il capte le carbone aussi. Mais on sait l'acidification en raison du carbone aussi, et qui fait disparaître une partie des coraux de la planète, et beaucoup plus que ça encore. Et puis des sujets que moi je connais assez bien, parce que j'ai l'occasion d'aller souvent, enfin souvent, il faut du temps, mais en Antarctique et en Arctique, qui est la question de l'élévation du niveau de la mer, qui est pour moitié due à cette élévation de la chaleur, donc ça fait monter la dilatation, et pour l'autre, la fonte du Groenland, qui n'est pas récente. En 1912, il y avait un gros glaçon qui a rencontré un bateau qui s'appelle le Titanic, mais plus préoccupant, très préoccupant aujourd'hui, et on le voit de ses yeux quand on y va, l'Antarctique qui est en train de sombrer. Et donc, si tout va bien, c'est-à-dire si tout va mal,
Ici, comme ailleurs, mais enfin ici à Nice, il y aura 1,20 m, 1,30 m d'élévation supplémentaire du niveau de la mer en 2100, mais c'est le chiffre d'aujourd'hui. Donc vous pouvez parier sur 2 ou 3. Voilà. Justement, je reprends votre image du Titanic. S'il y a une chose qui a surpris et qui a frappé au moment du naufrage du Titanic, c'était que les orchestres continuaient à jouer. En ce moment, on a l'impression qu'il y a certains orchestres qui continuent à jouer. Si on va du côté de l'Amérique, par exemple, où on voit le retrait des accords de Paris, si on regarde aussi l'histoire du plastique, je pense, c'est anecdotique, ça a fait rire certains, pleurer d'autres, mais l'histoire des pailles en plastique, bon, on sait que c'est... Ah ben voilà, c'est lui qui appelle peut-être, il est peut-être pas... Voilà. Bon, l'exploitation des énergies fossiles, on l'a entendu dire, drill, baby drill, creuse... Baby creuse. Comment on convainc ces acteurs qu'il faut peut-être arrêter de jouer de la musique parce qu'on est vraiment en train de sombrer? Comment vous allez faire? Et est-ce que cette UNOC, on l'appelle comme ça, elle a ce rôle-là? Oui, c'est une conférence des Nations Unies, donc il y a 193 pays qui seront présents. Et au plus haut niveau, au niveau chef d'État et de gouvernement, il y a le président Lula qui sera là, le Premier ministre chinois, beaucoup de la présidente mexicaine, tous les grands chefs d'État européens et États-Unis aussi vont venir alors? États-Unis, on n'a pas eu la réponse encore, mais il y aura quelqu'un, oui, il y aura quelqu'un. D'abord, peut-être, je ne veux pas du tout faire l'avocat du diable, mais pourquoi, d'ailleurs, c'est assez intéressant, pourquoi le président des États-Unis s'intéresse autant à ces sujets-là, puisqu'il a par 2 fois dit d'abord qu'il fallait débaptiser le golfe du Mexique pour l'appeler le golfe d'Amérique. Il a fait un appel très clair à l'achat du Groenland, et puis il a voulu aussi récupérer Panama. En fait, ça nous dit l'importance de l'océan. Et si vous regardez bien d'ailleurs cet entretien stupéfiant entre lui et le président Zelensky, vous verrez qu'à un moment donné, Zelensky est là et dit mais il est tout écrasé par cette puissance américaine. Et il dit moi j'ai des terres rares et puis il dit comme ça mais vous avez un bel océan. Enfin, bel océan, à vrai dire, sur ce sujet-là, les Européens, nous, on est très bons. On est meilleurs que les Américains. C'est-à-dire, meilleurs en quoi? On est beaucoup plus riches. En fait, on a 20 millions de kilomètres carrés de zones exclusives économiques. Si vous rajoutez le Royaume-Uni et la Norvège, donc qui ne sont pas dans l'Union européenne, ça fait 27 millions de kilomètres carrés de zones exclusives économiques, c'est-à-dire de mers qui sont à nous. Les Américains en ont 10, les Chinois en ont 3, les Russes en ont 6. Donc on est puissant sur le plan de la mer et de l'océan. D'abord en domaine. On est très puissant aussi sur le domaine économique. Par exemple, les ports américains ont sombré, les ports européens, c'est moyen, mais enfin, tout ce qui est Anvers et puis en Allemagne, c'est plutôt pas mal. Et puis ça se développe beaucoup en Espagne. Le transport maritime, c'est une des plus grosses sources de profit. Vous le voyez aujourd'hui, on en parle tout le temps. Les 4 grands transporteurs européens représentent 60% du transport maritime au monde, 60%. Chez nous, c'est CMA CGM, les Allemands Hapag-Lloyd, MSC ou Maersk. Donc, on est assez puissant. Simplement, et en plus, on a des très bons scientifiques, on connaît. Et je peux vous assurer que les scientifiques américains, ils rêvent que d'une chose, c'est de venir en ce moment, il en est question. Certains vont venir à Aix-Marseille, là. Voilà. Oui, non, je pense d'ailleurs. C'est comme ça, le très bon cinéma américain est né grâce, en quelque sorte, à l'occupation nazie et dans toute l'Europe centrale, et les géniaux réalisateurs hongrois sont venus vivre aux États-Unis. Donc pourquoi pas? Non, ne pas croire à la science, c'est plus grave que tout en fait. Je trouve que c'est criminel. Parce que dans le fond, c'est de croire en rien. On peut croire au business, c'est important, on peut croire à la politique, etc. Mais ne pas accepter de dire ceci est une bouteille d'eau ou ceci sont des personnes, et à titre de personnes doivent être traitées comme des personnes, et ne pas aimer la science, ne pas croire à ce qu'elle nous dit, c'est ne pas soigner, c'est ne pas s'intéresser à soi, c'est ne pas prendre soin de soi. Parce que précisément, l'intérêt, c'est de pouvoir exploiter plutôt que... Donc, comment on convainc ces acteurs, non seulement de l'urgence de la situation, mais du fait qu'il faudrait peut-être renoncer à certaines pressions des activités humaines qui deviennent insupportables pour l'océan. Comment on va faire à Nice en juin? Écoutez, ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud parce que, évidemment, il y a en effet quelques pays. On parle beaucoup de l'Arctique à cause du Groenland, mais il faut comprendre pourquoi c'est important pour les Américains, pour les Chinois et les Russes. Dans l'Arctique, vous avez
je crois, le tiers de toutes les ressources en énergie fossile au monde. Là, les énergies fossiles repérées, le tiers. Dans un petit bassin, c'est tout petit, hein, l'océan Arctique. Vous avez la perspective du passage du commerce maritime qui, à cause ou grâce à la fonte des glaces et notamment de la calotte glaciaire du Groenland, va pouvoir un jour quitter Suez pour passer par le nord. Donc les Chinois s'y intéressent, les Américains s'y intéressent et évidemment, et les Russes aussi s'y intéressent, c'est 20% du PIB arctique. Ben, ces pays-là, d'abord, il y a des règles, il y a la gouvernance, donc on va rappeler les règles du droit international, c'est important. On va surtout essayer, il y a plein de pays, Lula qui sera ici, par exemple sur les questions du plastique, alors que c'est un pays qui produit des hydrocarbures, il est plutôt en train de verser de notre côté pour interdire la production de plastique à usage unique. Donc ça va être du rapport de force, quoi. Oui, bien sûr, du vrai rapport de force. Et les Européens vont peser beaucoup puisqu'on va apporter ce qu'on appelle un pacte européen pour l'océan, qui est un pacte assez protecteur sur la lutte contre la pêche illégale illicite, la décarbonation du transport maritime. Normalement, à Nice va être annoncée la totale décarbonation du transport maritime, qui, si on ne le décarbonait pas, serait la raison de 17% des émissions de gaz à effet de serre en 2050. En 2050, il y en aura 0. On sera beaucoup plus en avance que ne le sont les avions. Et les autres sont obligés de suivre. Les autres vont être obligés de suivre, oui, vont être obligés de suivre. Et donc il y aura. Et s'ils ne suivent pas, parce qu'ils pourront toujours, il y a des armateurs qui pourront ne pas le faire, mais donc ils auront des pénalités. Il faut voir qu'il y a quand même une conscience. C'est ça qui est heureux. Il y a des grands pays, mais aussi des grands pays par l'océan. Je pense à tous ces petits États du Pacifique, vous voyez, qui vont être là. Il va y avoir environ 50 à 60 chefs d'État qui viendront de ces petites îles. Qui sont en première ligne, en plus. C'est existentiel pour eux. Là, on en parle tranquillement. Bon, mais pour eux, c'est existentiel. Il y en a 3 que j'ai visités. Je les reverrai pas parce que dans 10 ans, ils seront sous l'eau. Chez nous-mêmes, en Polynésie française, l'archipel des Tuamotu s'apprête à être submergé. Mais ce qui est annoncé là, et d'ailleurs vous allez... Nice, ça va être historique, vraiment. Et je voudrais vraiment profiter pour remercier ceux qui accueillent Nice, ceux qui font Nice, ceux qui sont ici, et Christian Estrosi, parce qu'il a été candidat à cette organisation, mais pour la première fois vont se réunir à Nice 500 maires et gouverneurs du monde entier, qui représentent environ 800 millions de personnes, 900 millions de personnes, qui savent qu'ils vont être obligés de bouger, déménager. Alors, les Niçois, non, mais les Havrais, oui. Les gens du golfe d'Arcachon, oui. Les Bretons, pour une partie, chez moi, à Trégastel, oui. Mais quand c'est l'Indonésie, quand c'est évidemment les côtes américaines ou les côtes chinoises, c'est des centaines de millions de personnes qui vont devoir se déplacer. Et je peux vous dire que le maire de New York a quelques autres soucis en ce moment, mais quand Manhattan, qui est menacé par les eaux comme Venise l'a été, quand Manhattan va être gagné par ce phénomène-là, on pourra monter dans les tours, mais pas plus. Ça va être quelque chose d'assez spectaculaire. Est-ce que vous pourriez, Olivier, nous rappeler en quelques chiffres en quoi, encore une fois concrètement, l'océan, la mer, ça nous est essentiel. On a parlé de la montée des eaux, mais sur les autres aspects. D'abord, ça nourrit. 3 milliards de personnes, les protéines animales, que ça soit d'ailleurs la pêche ou l'aquaculture. Ça soigne, et ça va soigner de plus en plus. Le traité sur la haute mer va permettre de connaître et d'aller chercher des ressources génétiques et de les partager de manière équitable. Et là, il y a des médecins ici dans cette salle qui savent à quel point ces ressources sont essentielles pour la santé, la pharmacie et la cosmétique aussi d'ailleurs. Ça nous évite tout simplement de cramer. C'est-à-dire que l'excès de chaleur, s'il n'y a pas d'océan, l'excès de chaleur ferait qu'on serait ici à 10 à 15 degrés de plus. 10 à 15 degrés de plus. Par ailleurs, et puis la banquise qui fond reflète moins les rayons du soleil, donc augmente finalement aussi le réchauffement. Absolument. Et c'est un autre service, c'est le plus grand puits de carbone au monde. Et donc c'est... Il faut expliquer, le puits de carbone, c'est-à-dire c'est-à-dire que les émissions de carbone, quand l'avion décolle, là, grâce à la proximité, ça va directement au fond des océans. Et c'est un puits de carbone. Et puis, autre chose, quand même, il faut le dire, c'est du vivant. Le liquide dans le monde, c'est-à-dire l'océan, 72%, les pôles, plus l'ensemble de ce qu'on appelle les zones humides et les fleuves, l'ensemble de l'hydrosphère, c'est 80% de la planète, de la masse de la planète. Et 80% de la planète, c'est
exactement le pourcentage ou quasiment de l'eau qui est en nous. Et donc cette symbiose qu'on a avec l'eau, que ça soit l'eau d'ailleurs, que ce soit le fleuve, que ce soit la rivière, que ça soit évidemment la mer. Et sans parler du cerveau qui était là, qui est vraiment plein d'eau, quoi. Ouais. Irrigué, c'est aussi du merveilleux. Et moi je pense, et c'est pour ça d'ailleurs, c'est pas idiot de vouloir se faire élire en disant on va aller sur Mars, mais nous, on va aller sur Neptune, c'est encore mieux. C'est une planète bleue, elle est inaccessible, mais on va la trouver en fond. Et ce merveilleux-là, ce rêve, il est important aussi. Et c'est du vivant. Je crois qu'il y a environ un enfant sur 3 qui, quand il est petit, y compris dans des pays vraiment en voie de développement, qui vont voir des aquariums, qui regardent comme fascinés le mouvement de petits poissons ou de crevettes ou de poulpes. C'est un univers vivant, et c'est pour ça que respectons les animaux, on se respectera soi-même, et l'océan en est plein, chargé, et encore, on n'en connaît qu'une petite partie. Pour terminer, Olivier, est-ce que vous pourriez nous rappeler votre rôle en tant qu'ambassadeur pour les pôles et les océans et les priorités en fait ça consiste en quoi en fait, hein? Ce portefeuille est un peu nouveau, si j'ose dire. Enfin, un portefeuille, c'était Michel Rocard. Ouais. Michel Rocard, puis après, donc Ségolène Royal, et puis on m'a proposé. On représente la France dans toutes les conventions internationales, dans tous les traités. Donc il y a beaucoup de droits, beaucoup de discussions complexes parfois sur tous ces sujets qu'on a évoqués, et évidemment plein d'autres. D'aller notamment porter sur un ensemble de sujets un point de vue qui est comme très français, d'alerte et de recherche de protection de ces zones fragiles. Et ça, la France est un peu quand même aux avant-postes, ou elle est isolée, elle est plutôt... Oui, il n'y a pas que nous, non. Les vrais courageux, Ouais. c'est ceux qui vont disparaître, c'est ceux dont j'ai parlé. C'est les États des Caraïbes, c'est ces États qui sont vraiment hyper menacés. Oui, nous, en tant qu'Européens, on est assez exemplaires. Après, il y a plein de choses que les ONG nous reprochent, notamment, à raison, le chalutage de fond dans les aires marines protégées. C'est difficile à comprendre, ça. Et le président de la République n'arrive pas à comprendre non plus, mais bon, il faut convaincre les ministres. Ça, par exemple, ça pourrait changer au terme de l'UNOC, de Nice, d'en finir avec cette aberration. Il faudrait. Il faudrait, ça. Même ça, c'est pas sûr. Il faut organiser un dialogue avec des pêcheurs qui vivent de ça, et puis il faut leur expliquer, c'est pas difficile, mais il faut leur trouver d'abord des compensations. Il y a 2 ans... Il y a plein de pêcheurs qui sont contre ces techniques de pêche-là. Oui, mais les gros pêcheurs, le chalut de fond, ça les arrange. Mais il y a à peine 2 ans, vous savez, dans le golfe de Gascogne, il y a chaque année, au mois de février, beaucoup d'échouages de dauphins. Parce que c'est la période de la reproduction, il y avait 4 à 5 000 dauphins. On a arrêté la pêche pendant 1 mois, ça a évidemment ça a été compliqué d'expliquer ça aux pêcheurs, il a fallu les dédommager, mais on a maintenant aujourd'hui 300 dauphins qui se sont échoués au lieu de 4000 en 1 an. Donc on peut réparer l'océan, on peut réparer la mangrove. La mangrove, c'est magnifique, c'est aussi un puits de carbone. Donc c'est pour ça que l'océan, c'est une solution, c'est pas très compliqué. Et si Nice va réussir, si les accords de Nice vont rester, je pense, dans l'histoire, c'est parce que c'est beaucoup moins compliqué que les accords de Paris. Accord, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un texte qui est signé par tous les pays membres de la conférence des Nations Unies. Les pays qui le voudront. Donc on n'aura jamais à bord aujourd'hui les États-Unis. Si j'entends le discours qui est celui de la Maison Blanche, on n'aura pas. On n'aura pas la Russie. Mais il faut le faire quand même. Oui, mais il faut donner l'exemple. D'abord, je pense que ne pas avoir les États-Unis, ça veut dire avoir la Chine, donc c'est pas mal aussi en nombre d'habitants. Et puis d'abord, c'est pas grave. On peut commencer à 150. Et puis si certains pays veulent nous rejoindre, vous savez, en fait, les États-Unis ne ratifient aucun accord. Hein. Ils donnent souvent un petit peu des leçons, mais ils ne sont pas toujours les premiers à vouloir ratifier. Mais franchement, Européens, Africains, pensons à tous ces pays, en plus qui, en voie de développement, sont en train de découvrir l'importance de ces éléments océaniques. Non, ça va être quelque chose ici. Voilà. On nous a posé la question tout à l'heure avec Anne-Jean Blanc de Luminerie, pour terminer sur une note. Votre premier souvenir de la mer et de l'océan, Olivier Poivre d'Arvor, quand vous ne saviez pas encore que vous seriez son ambassadeur? C'était quand mon père m'avait acheté, pas pour moi d'ailleurs, pour mon frère, mais un bateau qui s'appelait un vaurien, un petit vaurien, c'était un voilier, et je ne savais absolument pas du tout m'en servir. J'avais 6 ans ou 7 ans, mais je rêvais, parce que c'était à Trégastel, chez nous, là, en Bretagne.
Et en face, il y a ce qu'on appelle les 7 îles, l'archipel des 7 îles, merveilleux. Il y a des réserves d'oiseaux absolument extraordinaires, magnifiques. C'est là où j'ai découvert les cerfs arctiques. Et je n'avais qu'une obsession petit, c'était de pouvoir aller aux 7 îles. Et donc, j'ai pris le bateau tout seul. Je n'avais jamais navigué de ma vie. Bon, normalement, la route fait 20 minutes, 25 minutes. Hein. Mais j'ai réussi. Voilà. Très bien, vers les 7 îles. On vous souhaite la même réussite, en tout cas, au mois de juin. Merci à Nice encore, hein. Merci à vous. Et on accueille Richard Chemla et Anne Jean Blanc. Et le Point est partenaire, je tiens à le dire, de la Conférence des Nations Unies sur l'océan, parce que vous êtes vraiment, je trouve, le magazine et l'organe d'information le plus passionné par les sujets scientifiques, et je vous en remercie. Il parle merveilleux aussi. Voilà, bien pris. S'il vous plaît, merci. Le 10e Neuroplanète, c'était quand même un mix entre la mer et le cerveau. Donc pour terminer, on va reprendre la science, le cerveau, et on va continuer avec Olivier, avec la mer. Donc on a le plaisir d'accueillir Richard Chemla, qui est l'adjoint au maire. Vous avez eu le plaisir de le rencontrer déjà hier et aujourd'hui. Richard, le premier bilan, c'est notre 10e Neuroplanète. On a fait un Neuroplanète axé sur la mer. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'allais presque dire, c'est au public qu'il faut demander, c'est aux Niçoises, aux Niçois, le bilan, il est exceptionnel. Ce petit enfant qui a 10 ans nous a appris plein de choses. Il a marché, il parle très bien, il nous a raconté plein d'histoires sur un cerveau secret. Il s'est approché des rivages méditerranéens, il a été pris d'embrun et on a vu combien l'environnement touchait notre cerveau, combien le cerveau était une partie. J'en parlais tout à l'heure, on parlait de la santé et de l'eau qu'il y avait dans notre corps, mais quand il n'y a pas assez d'eau dans le cerveau, quand il n'y a pas assez d'eau, on provoque des hématomes. C'est-à-dire que le cerveau, il se ratine comme une coquille de noix. Il y a de la place entre l'os et cette coquille de noix. Et dans cette place, à peine on bouge un peu, je ne veux pas donner le nom, ça s'appelle des hématomes sous-duraux, on a des hématomes. On voit combien on est lié à la mer, à l'eau, combien notre environnement impacte notre vie de tous les jours. Alors, cette édition, Anne, je ne veux pas trop vous faire plaisir, parce que Anne et toute l'équipe du Point, je l'ai déjà dit, toute l'équipe du Point, mais moi je travaille avec vous, donc je vous le dis, c'est la façon dont on a travaillé, je veux le dire au public. Si vous voulez, ce qui fait la richesse d'un billet de banque, allez, c'est le filigrane. Et là, on a travaillé comme ça. Vous êtes le filigrane, vous donnez cette richesse au point à cette neuroplanète. On a découvert, moi j'ai appris des choses aussi. Alors que on va reprendre un peu dans l'ordre. On a commencé avec Mauro Colagreco, voilà, qui est quand même un chef exceptionnel et qui a avez choisi. D'Amenton, c'est ça? Qui a un message, c'est il ne faut pas piller les ressources maritimes. Il faut qu'on apprenne aux gens à pas forcément manger le même poisson. Il faut aller chercher. Et en plus, plus il est bas dans la chaîne alimentaire, et plus il est bon. Il faut manger de la sardine, il faut manger des maquereaux, il faut manger des rougets, tous les poissons. D'algues. Voilà. Et là, on arrive donc parce que plus le poisson va monter dans la chaîne alimentaire, et plus il va, hélas, concentrer du mercure, concentrer du plastique, et donc il sera néfaste. Il faut qu'on apprenne tout ça, et en plus, ça permettra aux autres, ce poisson, bien sûr, de se régénérer, de grandir. Il n'y a pas forcément que du colin, il n'y a pas forcément que du saumon, etc. Il a cette notion-là qui était passionnante. On avait Schneider qui nous a montré. Il y a aussi, j'ai noté quelques points, le cerveau un peu particulier de Raphaël Gaillard, incroyable. Je vous demande à vous d'être acteur. Il nous a bien, s'il s'était besoin de démontrer combien l'informatique, combien l'écran numérique est pas bon pour nos enfants. Moi, j'ai besoin de vous. On essaie de se battre à la ville de Nice, dans nos écoles et ailleurs, mais pour dire aux enfants, on a fait venir Cyril ici, Boris Cyrulnik, pour lui dire, pour nous vous expliquer, il ne faut pas que les enfants jusqu'à 5 ans s'amusent avec un téléphone des heures et des heures. Moi, je suis étonné quand je prends le tram, si vous voulez, je suis content, personne ne parle. Maintenant, ils ont tous avec leur appareil. Pour les enfants, c'est important de ça. Et j'ai besoin de vous. Ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'on est dans une ville inclusive, comme le veut notre maire, c'est qu'on travaille tous ensemble. Et on a besoin que les citoyens, justement, expliquent à leurs enfants, à leurs petits-enfants, le bien-être. 70%, je disais, de nos pathologies, 70% de nos pathologies viennent de notre environnement. 40% de nos cancers viennent de notre mode de vie. Donc on a besoin de vous pour modifier les choses. Voilà. Tout ce que nous a appris un petit peu aussi Neuroplanète. On nous a appris les cellules gliales, mais cellules gliales, c'est-à-dire c'est des cellules en dehors des neurones. On croyait qu'elles n'étaient pas nobles. C'est elles qui font le transport, qui sont les transporteurs du sucre, de nos produits. Vous savez, c'est les véhicules de la Poste. Dieu sait si la Poste, c'est noble. Et puis, on a eu quelques séances. Donc, Olivier, on a eu la mer de plastique qui est quand même
épouvantable. Ça, vous prenez des mesures, enfin, c'est des sujets évidemment qui vous préoccupent beaucoup, comme tout le monde. La seule mesure, c'est d'arrêter de produire du plastique. Recycler, c'est bien, mais ça règle pas le problème. C'est d'arrêter de produire du plastique à usage unique. Voilà. Mais ça, les pays producteurs de fossiles et d'énergie comme l'Arabie Saoudite ou même le Brésil d'ailleurs ou d'autres n'ont pas envie du tout de ça. Mais voilà, tant qu'on continuera à en produire, il y en aura toujours de plus en plus. Et c'est le microplastique surtout qui est C'est le microplastique, c'est-à-dire le plastique, on l'a vu tout à l'heure, en dessous de 5 mm et en dessous de quelques microns. Tout le monde sait aujourd'hui la phrase classique. Imaginez, vous avez tous des cartes bancaires ou des cartes de bus. Prenez une carte. Par semaine. Non, c'est ça. On la pisse, excusez-moi l'expression, 5 grammes, on la pisse ça toutes les semaines. Toutes les semaines. Hein. Alors à un moment donné, il faut qu'on travaille sur ça. Alors c'est pas, attention, une parenthèse, c'est pas le plastique qu'on va retrouver dans nos voitures. Le plastique de voiture, moi je suis un peu vieux, j'ai connu des voitures en métal, c'était terrible. Quand on avait un accident, l'énergie cinétique n'était pas absorbée, on avait des fractures du fémur. Puis, on a inventé le plastique pour la voiture. Ça, c'est très bon, ça, c'est pas le plastique à usage unique. Et depuis, je ne vois plus de fractures du fémur, sauf, les gros accidents. On a sauvé, on a protégé avec ce plastique. Ça, c'est du bon plastique. Puis après, tout le reste, le mauvais plastique, bien sûr, c'est le microplastique à usage unique qu'on jette n'importe où. Parce que lorsqu'on jette, moi, je le vois, un mégot par terre, ce mégot-là, il y a 4000 substances, ce mégot. 4000 substances, il va partir dans la grille. Et dans la grille, il ne va pas aller à la station d'épuration, il va aller dans la mer. Bon, c'est tout ça aussi que nous a appris Neuroplanète. Je veux dire, c'était avec les plastiques. Vous voyez que cet enfant de 10 ans savait beaucoup de choses, c'est beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses, en tout cas, c'est notamment grâce à vous. On prend quelques questions? Alors moi, je ne vois rien. Est-ce qu'il y a une hôtesse avec un micro? Si. Oui, pardon, je ne vous vois pas. Et puis je dis toujours, notre cerveau, il est quelque chose d'exceptionnel. Parce que, regardez, quand vous êtes en face de votre ordinateur, je dis toujours, vous trouvez toujours qu'il rame, qu'il est trop lent. Vous imaginez le jour où ça sera le contraire? Notre cerveau, il est vraiment exceptionnel. On allume et on attend. On attend parce que on est meilleur que la machine, en tout cas pour l'instant. Richard, il y a une dame qui attend aussi, là. Bonjour, merci beaucoup. Je travaille dans le droit de la mer, je suis aussi dans la diplomatie. Merci pour votre travail. Vous menez quelque chose de vraiment important. Je suis aussi américaine, je suis californienne. J'ajoute toujours la différence. Pour mon pays, il y a un manque de connaissances, certainement parmi Trump et Al et ses collègues. Ils ne comprennent pas les ODD. Toutes les années que j'ai passées aux Nations Unies, les États-Unis, comme vous avez dit, les États-Unis arrivent dans la salle et disent vous devez faire ça, il ne faut pas faire ça, mais les États-Unis n'ont jamais signé, ratifié les accords. Il y a aussi International Seabed Authority au Jamaïque. L'autorité des fonds marins. Oui, où il y a ce programme est déjà en cours et on ne peut pas vraiment arrêter ça. On peut réagir contre les lobbies. Parce que, par exemple, dans la première Ocean Conference, ou la conférence sur la mer en 2017, moi-même, j'ai eu un meeting avec le monsieur qui gère le lobby des polymères, de plastique. Vous avez une question? Pas exactement. C'est que on peut pas trop changer comment les pays réagissent. On peut communiquer avec les entreprises. On peut mettre la pression sur les entreprises. Mais vous savez, en fait, d'abord, merci de témoigner parce qu'il faut le rappeler, il y a des scientifiques exceptionnels aux États-Unis, notamment en Californie, Scripps, il y a vraiment des grandes agences scientifiques, etc. Et votre pays est un grand pays pour ça. Alors après, il vit en ce moment, en effet, un moment un peu particulier, mais bon, c'est le choix des Américains par ailleurs. Non, je pense que moi je crois encore beaucoup aux Nations Unies parce que si on n'y croit pas, qu'est-ce qui reste? Je ne crois pas qu'on puisse faire des deals. C'est pas le rapport de force, ça marche comme ça un peu la virilité, mais bon, en général ça se termine pas bien. Et donc il y a quand même rien de mieux qu'un accord, voilà, un accord discuté, sur des rapports de force. Et donc je pense que j'ai rencontré cette présidente mexicaine qui est une scientifique, qui était la maire de Mexico. Et qui m'expliquait un peu comment elle avait réagi, notamment à toutes les questions de droit de douane, de commerce. Et elle me disait qu'à Bessafria, j'ai gardé la tête froide. Voilà, je crois qu'il faut garder la tête froide parce que
Bon, je pense que, d'ailleurs, l'Europe, finalement, ça lui a fait du bien, parce elle est repartie un peu plus engagée qu'elle n'était, et on voit la réaction du Canada, du Mexique aussi. Mais en tout cas, si vous êtes californienne, il faut vraiment que... il y a un golfe qui s'appelle le golfe de Californie, vous savez, qui est au Mexique. J'espère qu'il va garder son nom, parce qu'il n'y a pas de risque, je pense, non? Ça va. L'autre volet, c'est l'éducation du consommateur. C'est très important. Regardez, je prends un exemple qui est un peu loin de la mer, quoique, mais plus personne n'achète des œufs de poule en batterie. Aujourd'hui, si vous regardez la plupart des œufs, je ne parle pas pour l'industrie, mais la plupart des œufs que vous trouvez dans les rayons, que ce soit à la ferme ou dans les rayons de grande surface, sont des œufs élevés de poules en plein air. Parce qu'il y a eu un tel battage, une telle explication, une telle souffrance de ces animaux que les gens l'ont compris. Le consommateur a un rôle très important. Son éducation, c'est ce qu'on essaye de faire ici dans la ville, son éducation. Et ce que va faire d'ailleurs le sommet, on a toute une partie qui est là pour les jeunes, pour les enfants, pour leur expliquer encore mieux, pour ces futurs, pour leur donner les clés de la planète et le mode de fonctionnement tel qu'on l'a raté et qu'eux vont réussir, j'en suis sûr, pour apprendre cette façon de vivre en bien-être avec le monde animal, vous l'avez souvent souligné, Olivier, et puis avec le monde de la vie de tous les jours. C'est le consommateur qui contrôle. Vous savez, il y a une phrase d'un animateur célèbre, d'un comique célèbre qui s'appelait Coluche, qui dit « Pour pas que ça te vende, il suffit qu'on ne l'achète pas ». Excellent, excellent. Une question de ce côté-là? Messieurs, j'ai une vraie question. Où est-ce qu'on peut trouver les documents de préparation de ces traités dont vous parlez, pour avoir une idée de ce qui se prépare, pour pouvoir comprendre la source? Oui, allez-y. Oui, oui, c'est bon. Oui, sur le site des Nations Unies, donc vous tapez Nations Unies et vous verrez 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Pour vous dire quand même 2 mots, ça va commencer le 28 mai et jusqu'au 15 juin. Bon, honnêtement, il va y avoir 1 ou 2 jours, la circulation sera un tout petit peu compliquée. Ça, c'est vrai. Ça va être le 8 et le 9. Enfin, le 9 juin. Mais le 8 juin, il faut vraiment être à Nice parce que ça va être somptueux. Vous allez avoir une parade nautique avec des bateaux qui viennent du monde entier, comme on n'a jamais vu, des grands bateaux scientifiques. Il y aura des orchestres et puis il y aura un grand spectacle dans le ciel où on verra se lever la planète bleue. Donc il y aura beaucoup de choses aussi organisées en dehors du lieu qui est consacré à la conférence pour la partie des délégués, des officiels, qui se trouve sur le port Olympia, avec un très beau travail de réhabilitation de cet endroit. Mais dans le palais des expositions, on transforme ce lieu magnifique en baleine. C'est dans le ventre de cette baleine. Vous êtes bienvenus, tout le monde peut y rentrer librement. Vous allez découvrir des pavillons, plein d'animations, pouvoir voir l'océan en direct, notamment avec un jumeau digital qui vous permettra d'aller voir ce qui se passe dans la fosse des Mariannes, enfin plein de choses. Il faut expliquer ce que c'est qu'un jumeau digital. Comme ça. Un jumeau digital. Je ne le savais pas. Un jumeau digital, c'est en fait tout simplement la possibilité de voir l'océan sans mettre les pieds dedans et qui, avec toutes les datas qu'on a, de voir, par exemple, les sargasses, des algues qui sont en train évidemment de ruiner l'industrie du tourisme dans plein d'endroits. Vous les voyez sur ce jumeau numérique. C'est une copie de l'océan. Vous les voyez avancer, vous voyez les bancs de poissons se déplacer, vous voyez le courant qui est inversé, vous voyez tout l'océan comme ça. C'est très difficile de voir l'océan parce que même avec les satellites, on n'arrive pas. Et donc c'est un travail assez extraordinaire avec notamment des bornes qui sont partout. Une dernière question. Oui, allez-y, monsieur. Merci beaucoup. Une question sur le financement de votre conférence. La question est quels sont les coûts qui vont sortir de votre conférence? Qui va payer ces coûts? Qui va être affecté? Qui seront les populations, les pays ou les segments économiques qui vont affecter le plus et qui va les payer finalement? Est-ce qu'on a des structures financières qui vont adresser ces problèmes auxquels que vous aimeriez arriver à la fin de votre conférence? Merci. Oui, vous parlez du financement de ce qui, notamment, je pense, la restauration.
Oui, oui, il va y avoir des... Aujourd'hui, l'océan, c'est ce qu'on appelle, parmi les ODD, c'est-à-dire les objectifs de développement durable, le moins financé. En fait, il y a très peu d'argent pour l'océan, très peu. Les États mettent peu d'argent, ils cherchent à en gagner avec, mais ils financent pas l'océan. Alors qu'on finance la terre beaucoup, on finance l'agriculture, on finance peu la pêche. Donc oui, il va y avoir des financements importants, des fonds, un grand fonds s'appelle Ocean Facility, de près de 100 milliards d'euros ou de dollars, qui va notamment servir à restaurer des équilibres dans ces petites îles dont je parlais, les Small Islands Developing States, donc toutes les îles du Pacifique et la Caraïbe. Donc il y aura un mécanisme financier de compensation des effets du changement climatique notamment. Et puis il y aura des taxes sur les armateurs qui veulent pas décarboner, ils auront des taxes. Les gens qui veulent continuer à produire du plastique, il y aura des taxes aussi qui vont abonder ce fonds. Et je pense que ça va permettre en tout cas à un certain nombre d'écosystèmes, notamment dans des pays en voie de développement, en Afrique, aussi à des pays de récupérer les licences de pêche. Les pays aujourd'hui vendent leurs licences de pêche, souvent à la Chine d'ailleurs. Et l'idée, c'est vraiment de retrouver un équilibre harmonieux. Alors tout ne sera pas parfait, mais voilà. Et sinon, qui va payer la conférence elle-même, c'est la France qui va payer ça. Voilà. Mais ça, c'est l'organisation. Bon, ça sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup, messieurs. Merci à vous. Merci. Je voulais... Je voudrais remercier la mairie, la ville et la métropole de Nice. Je voudrais remercier le CUM et ses équipes, et puis toutes les équipes du Point qui ont contribué à cet événement. Et rendez-vous l'an prochain.